La dette publique française va grimper cette année, en fin d'année, nous dit le gouvernement, autour de 115% du PIB parce que la crise du coronavirus, du Covid-19, a fait flamber à juste titre évidemment la dépense publique pour sauver nos entreprises qui sont à l'arrêt et en phase d'hibernation, éviter un chômage massif avec le chômage partiel et puis surtout là, éviter un naufrage de notre économie. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Un petit mot juste sur ce 115%, c'est le chiffrage du gouvernement pour l'instant. Ça sera peut-être plus. On n'est pas là pour, encore une fois, faire des comptes d'apothicaire, mais ça sera peut-être plus. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un plan de soutien, enfin un plan de relance, on va dire de relance qui va de l'activité en post-confinement qui devrait arriver bientôt. Apparemment, ça phosphore à Bercy et avec beaucoup d'économistes. Et puis la croissance pourrait aussi baisser de plus de 8% cette année. Le ratio de dette publique sur PIB, c'est en haut les dépenses, mais c'est aussi le PIB en bas. Si on fait plus de 8% de baisse, ça veut dire que 115%, pardon pour les chiffres, de dette publique en France fin 2020, c'est le bas de fourchette, hein, a priori. Alors, c'est le bas de fourchette, mais il ne faut quand même pas oublier dans l'analyse de la conjoncture que dans ce cas-là, on terminerait l'année 2020 dans une situation très particulière, donc avec moins 8% de PIB, peut-être plus, un plan de relance de l'économie qui aura coûté quelques points de PIB, 3 ou 4. On vous parle vous parlez du plan de soutien actuel ou du plan de relance à venir? Du plan de soutien actuel. Après, le plan de relance pourrait rajouter, mais surtout avec une épargne des ménages qui serait tout à fait considérable dans le plan du gouvernement, dans l'estimation du gouvernement. C'est plus de 100 milliards d'euros d'épargne des ménages qui pourraient ensuite se libérer et venir augmenter la croissance. D'où elle vient, pardon, Xavier, cette épargne des ménages, c'est cet argent qu'on n'a pas dépensé parce qu'on est resté chez nous, c'est ça, hein? C'est ça, c'est l'argent qu'on ne va pas dépenser parce qu'on est resté chez nous et parce que, et c'est ce qui a fait contribuer au déficit public, le gouvernement a maintenu nos revenus, au moins en partie. Taux d'épargne de 50%, me disait Patrick Artus, a priori, des ménages. Taux d'épargne de 50%, me disait Patrick Artus, des ménages. C'est une augmentation du taux d'épargne, oui, de 5 points de revenus à peu près, donc un montant tout à fait spectaculaire. Et donc, vous voulez me dire quoi là par rapport, moi je vous disais juste 115% de dette publique rapportée au PIB, a priori ça sera le bas de la fourchette, vous voulez me dire quoi vous là-dessus? Je vous dis que ça sera le bas de la fourchette, ça serait le bas de la fourchette en 2020, mais qu'ensuite en 2021, il y a quand même une partie de cette épargne qui va être consommée et donc qui va beaucoup augmenter le PIB en 2021, qui augmenterait beaucoup le PIB en tout cas par rapport à 2020, et qui fait que dans les 115 points de dette publique à la fin de l'année 2020, il y en a à peu près la moitié qui sont, enfin dans les 15 points d'augmentation, il y en a la moitié qui sont dus à l'effet dénominateur, à l'effet moindre PIB, et que celui-là, on le récupérerait assez vite, en fait. Ça veut dire qu'attendez, Xavier, ça veut dire qu'en gros, évidemment, il y aura reprise en 2021, mais on entend de tout, hein. Il y en a qui disent 3, 4, 5%, enfin, quand on a baissé de 8 ou 10 et qu'on reprend de 5, on n'a pas tout rattrapé, loin de là. Non, mais disons que simplement dans le cas d'un retour à la normale, c'est-à-dire que, vous voyez, dans le scénario où les ménages conservent leur épargne accumulée, ce qui serait considérable, et que l'année 2021 se déroule normalement, il n'y a pas de crise sanitaire, les ménages consomment leurs revenus comme ils ont l'habitude de le faire, simplement ça ferait une augmentation du PIB en 2021 par rapport à 2020, mécaniquement, qui serait de 10%. Et donc, mécaniquement, le ratio dette sur PIB, il s'abaisserait de 10 points en 2021, sans qu'il y ait besoin de rien faire d'autre. Ce que vous me dites là, c'est qu'on peut imaginer une croissance de 10% du PIB en 2021 C'est simplement le retour à la normale, David. C'est après avoir fait moins 8%, le retour à la normale, il implique... Mais donc on a tout rattrapé? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas eu de pertes sèches, on aura eu des pertes conjoncturelles rattrapées ensuite? C'est le retour à la normale. Enfin, donc on imagine qu'effectivement, on rattrape tout, mais qu'on a la perte sèche de l'année 2020 qui reste pleine et entière. Ouais. Donc ce débat sur, parce qu'on voit fleurir des articles et des gens qui nous disent, des experts, attention, c'est inquiétant cette explosion de la dette. Pour vous, il n'est pas de circonstance ce débat parce qu'il faut sauver la France du naufrage économique et que tout ça est temporaire. C'est ce qu'on vient d'expliquer là. Disons, il y a une analyse coût-bénéfice à faire. Maintenir l'économie, maintenir le tissu économique, empêcher que le revenu des ménages s'effondre et qu'ils arrêtent de consommer encore plus que ce qu'ils ne font, que les entreprises fassent faillite et donc soutenir l'entreprise. Quoi qu'il en coûte, est une mauvaise expression. En fait, il vaut mieux payer tout de suite
pour empêcher que le tissu productif ne se détériore complètement, plutôt que de faire une relance économique demain et de subir les effets d'une récession longue et durable sur le déficit public. Donc, dans cette analyse coût-bénéfice, il vaut mieux mettre l'économie sous cloche, mais véritablement, en déclarant un espèce de stop, socialiser le maximum de choses qu'on peut socialiser, pour éviter d'avoir à faire une relance vigoureuse et surtout à subir les conséquences d'une crise longue. Donc voilà. Oui, mais il y aura quand même un plan de relance. L'un n'empêche pas l'autre. À la fois, il y a le plan de soutien d'urgence aujourd'hui et le plan de relance aussi pour accompagner la reprise. Voilà, si la reprise est insuffisante, si les ménages conservent une partie de leur épargne en épargne de précaution, si les entreprises subissent les effets de la crise parce qu'elles vont encaisser dans leur compte un lourd tribut dans cette histoire, bah oui, il faudra faire une relance budgétaire, une relance économique ensuite. Ça peut dépendre aussi du contexte international, de ce qui se passe sur les marchés financiers. Enfin bon, il y a plein de facteurs qui vont intervenir. Oui, mais ce que je retiens dans ce que vous me dites, Xavier, et je reconnais le keynésien, c'est que vous avez raison, il faut aujourd'hui tout faire pour éviter la destruction des compétences, du tissu productif, mais que mécaniquement, avec la reprise de la croissance en 2021, le débat aujourd'hui sur est-ce que c'est inquiétant ou pas de se prendre 10 ou 20 points de dette n'a pas lieu d'être. Et en même temps, hier, je lisais le JDD comme vous, et on a le gouverneur de la Banque de France qui dit, François Villeroy de Galhau, dans la durée, il faudra rembourser cet argent en parlant de ces dettes contractées. Ça veut dire quoi? Il faudra rembourser cet argent? Il faudra payer la facture? Dans la durée, il faudra effectivement rembourser cet argent. La question, c'est de savoir combien. S'il y a une reprise vigoureuse, un retour à la normale simplement, qui se produit à partir de 2021, c'est pas 15 points de dette publique en plus qu'on aura à rembourser. Ce sera beaucoup, beaucoup moins. Combien? Ce sera quelque chose qui sera de l'ordre de 5 points de dette publique. Donc la question de le rembourser se posera, évidemment, mais elle se pose dans des termes qui sont moins aigus et moins douloureux que quand c'est 15 points. Et encore moins que si jamais on rate le plan de soutien à l'économie et que non seulement cette crise n'est pas rattrapée, mais qu'en plus elle se prolonge, auquel cas ça peut être 20 ou 30 points de dette publique en plus qu'on peut avoir à rembourser. Donc avant de savoir qui va payer, comment, il faut déjà savoir combien. Et combien, ça dépend beaucoup de ce qu'on arrive à faire dans le soutien à l'économie tout de suite pour limiter au maximum les dommages. Et l'enjeu, il est très très important parce que si on arrive à soutenir correctement l'économie, au final, ça aura été 2 mois de mise sous cloche de l'économie. Et ça a un impact, mais ce n'est pas un impact qui serait si massif que ça. Mais vous y croyez, vous, Xavier, que finalement, la perte sèche, ce sera les 2 mois de confinement, les 6 points de PIB, 6 points de PIB de perdus, et que tout va devenir comme avant? Ce n'est pas le message qu'on entend. On entend que le retour à la normale, ce n'est pas pour tout de suite. Et il y aura des stigmates chez les consommateurs qui vont se dire, est-ce que vous sortirez de chez vous en disant, je vais acheter la nouvelle, bon, il est en scooter, donc le nouveau scooter électrique, en m'endettant? Est-ce que quand on est dans une entreprise, on ne va pas plutôt chercher à serrer les boulons que d'investir, que d'embaucher? Non? Ce qu'on a vu après des épisodes très disruptifs sur les comportements des individus avec beaucoup de restrictions, comme après la Deuxième Guerre mondiale par exemple, c'est plutôt un appétit de consommation qu'une grande prudence. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, après ce que Churchill appelait la guerre de 30 ans, les gens n'étaient pas plus précautionneux et plus prudents. Donc vous n'y croyez pas, vous, à cette théorie de l'attentisme et de la prudence des consommateurs, des agents économiques? C'est un risque qui existe, c'est un risque qui est réel, il faut y réfléchir, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer. Et le discours de Villeroy de Galhau est légèrement anxiogène, parce qu'il nous dit, bah voilà, le pire va se produire, et comme c'est le pire qui va se produire, en plus, il dit qu'il y a une phase 2, il dit qu'il y a une phase 2 de déconfinement entre le confinement et le retour à la normale, et que cette phase 2 de retour progressif à la normale, on n'en connaît pas la durée. Non, très bien, on n'en connaît pas la durée, donc ça fera... disons que ça fasse moins 10 points de croissance sur l'année 2020 avec la phase de déconfinement. Mais l'année 2021, si c'est un retour à la normale, ce sera plus 10 de croissance. Voilà, il ne faut pas oublier cette partie-là du message. On est dans une situation très particulière. C'est pas une crise comme celle de 29 ou comme celle de 2008. C'est une crise très particulière dans laquelle, ok, il y a un arrêt de l'économie, ok, il y a de la dette publique qui s'accumule, mais il y a aussi de l'épargne qui s'accumule. Et cette épargne, à un moment ou à un autre, elle va venir stimuler l'économie. Donc, et ça, c'est très différent des crises qu'on a connues auparavant. C'est pas par hasard s'il y a de la dette publique et de l'épargne. Enfin, je veux dire, l'un va avec l'autre, puisque c'est bien parce qu'on a voulu soutenir le revenu des ménages que cette dette publique s'est accumulée. Mais à supposer qu'il y a un retour à la normale et qu'au final, le coût de cette crise, en termes d'endettement public supplémentaire, ce soit, donc, vous disiez, 5 ou 6 points de PIB, encore une fois, c'est de la dette qu'on va lisser comme ça sur plusieurs générations, puisque les impôts n'augmenteront pas, nous a dit le gouvernement en sortie de crise. Encore une fois, qui paiera cette facture-là et qui n'est pas non plus démentielle? Enfin, il faut dire ce qui est, au vu des enjeux et du péril qui nous guettait.
Qui la payera, ça sera diffus. Il y aura un petit peu de répression financière, des taux d'intérêt bas pendant un moment. Donc ça fait payer à ceux qui détiennent de l'épargne, qui veulent la sécurité dans leur épargne, donc qui placent leur épargne sur des aides publiques qui vont implicitement la payer. Il y aura des économies de dépenses, je pense qu'on n'y coupera pas, avec des choix un peu compliqués à faire, parce qu'on voudra probablement allouer plus de moyens à la santé, par exemple. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller couper ailleurs. Donc là, ceux qui seront pénalisés par ces économies de dépenses qui le payeront. Et puis, il n'y aura pas d'augmentation des impôts, mais par rapport à quelle référence, par rapport à quel contrefactuel, je pense qu'au final, il y aura quand même une augmentation des impôts. Voilà, dans l'économie d'avant, on aurait pu penser faire un peu d'inflation pour aussi lisser tout ça. Ouais, là, ça semble plus compliqué. Là, ça risque d'être difficile, mais pourquoi pas? Ça pourrait être une option. Xavier, cette année, l'agence France Trésor va devoir lever 245 milliards d'euros entre le déficit public, les dettes qui arrivent à échéance, qu'il faut refinancer. Tout ça tient parce que les taux d'intérêt vont rester très bas, mais qui achète ces tombereaux d'euros émis par la France? C'est sans barguigner, c'est quoi? C'est la BCE pour partie des investisseurs? On sait ou on ne sait pas encore, vous me direz ça? Alors, c'est en partie la BCE qui continue d'intervenir sur les marchés secondaires. 850 milliards d'euros sont prévus cette année. Voilà, donc ça c'est indéniable. Mais en fait, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même dans un monde où il y a énormément d'épargne. À la fois parce que les pays développés sont des pays vieillissants, et puis aussi parce que les pays en développement, et en particulier l'Asie en développement, se développent avec un taux d'épargne très élevé pour différentes raisons. Enfin, une épargne qui s'investit à taux négatif, c'est super. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne, et que finalement, il y a assez peu de support pour cette épargne, et encore moins de support non risqué. Tant que la dette publique, par exemple française, est perçue par les investisseurs comme non risquée, en fait, il y a énormément d'épargne qui peut se mettre dessus. Si une fois elle est plus perçue comme non risquée, comme sûre, et qu'on craint un risque de défaut ou un risque de sortie de l'euro, alors là, la question du financement va se poser dans des termes complètement différents, et ça sera beaucoup plus compliqué. Mais là, dans un monde où en fait la sécurité est quelque chose qui est une valeur rare, eh bien, ça se paye très cher, et ça se paye avec des taux négatifs. Et c'est un petit peu l'aubaine de l'époque pour la dette publique, c'est que oui, dans ce contexte de taux réels négatifs, en fait, les États peuvent s'endetter. Et ce qui explique d'ailleurs, à moindre coût. Mais oui, et ce qui explique à moindre coût, c'est intéressant, on finit là-dessus. Je lisais l'article, très bel article de Marc Vigneault du Point, qui expliquait que la charge d'intérêt, malgré encore une fois les 184 milliards d'euros de déficit public cette année pour la France, la charge d'intérêt, les intérêts payés continuent de baisser. Ça peut paraître pour le commun des mortels assez bizarre, ça n'a rien d'évident, mais la charge de la dette va baisser de 4 milliards d'euros cette année alors que la dette et que les déficits vont exploser. Parce que les taux sont bas. C'est effectivement tout à fait spectaculaire. Si vous regardez les prévisions de la Direction générale du Trésor pour la dernière loi de finances, ils anticipaient une augmentation de la charge d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, la surprise budgétaire, en quelque sorte, entre ce qui était anticipé, une augmentation de la charge d'intérêt, et ce qui se produit, une baisse de la charge d'intérêt, fait que, en fait, il crée des marges de manœuvre, et des marges de manœuvre qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Donc, c'est effectivement tout à fait spectaculaire comme mécanisme. Ça dure, et cette crise du coronavirus, merci la BCE, et cette crise du coronavirus va plutôt prolonger ce besoin de sécurité. Vous voyez, plus l'univers est incertain, plus la prime à la sécurité est élevée, et plus ça sera facile de financer de la dette publique tant qu'elle est perçue comme sûre. Si jamais il y a le moindre grain de sable qui s'installe dans la mécanique de la dette publique européenne, alors là, beaucoup de choses sont possibles, et beaucoup de dérapages sont possibles de ce point de vue-là. Bon, voilà, en tout cas, merci. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci beaucoup, Xavier. Bonne semaine. Merci, David. Salut. À très bientôt. Ciao.